Originaire de Pau, mais figure du Lot et de la Corrèze, Edmond Michelet a marqué le Sud-Ouest qui fut le théâtre de son engagement dans la résistance. Alors que 2020 est l'année du 50e anniversaire de sa mort, un livre retraçant son itinéraire jusqu'à la fin de la guerre vient de sortir. Il s'intitule, vous l'avez dit, Les Indomptables. C'est aux éditions Nouvelle Cité. Bonjour Serge de Bessanger. Bonjour Isabelle, bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence. Vous êtes l'auteur de ce livre. C'est un livre qui est fondé sur des témoignages. C'est bien cela, hein. Qui avez-vous rencontré? Alors d'abord, je viens des hauteurs de Brive, je viens de Vénarsal, Ouais. qui est un petit village de 450 habitants perché à peu près à 500 mètres au-dessus de Brive. Plus spécifiquement Pupertu, qui est entre Saint-Hilaire, Vénarsal, voilà. Et nous avions là-haut deux sections de résistants, donc Armée secrète et FTP, qui étaient dirigées par deux de mes oncles. Donc D'accord. voilà les principales sources. Alors l'armée secrète, c'est Michelet, bien entendu. Les On va FTP, y venir. c'était plutôt des communistes, hein, bien sûr. Mais bon, tout ça, c'était des oncles également. Et voilà mes sources, voilà. Voilà les sources. Alors vous êtes également connu pour des écrits, un livre notamment sur la Chine, donc rien à voir avec Michelet. Alors Michelet, on va s'y atteler, hein. On a tous une idée plus ou moins claire de qui il était. Vous nous en avez dit deux mots. C'est évidemment un résistant, un résistant. On va préciser cette idée grâce à vous. D'abord, je voudrais tout de même vous entendre sur le choix que vous avez fait de nous le présenter en couple. Pourquoi? Mais en couple, parce qu'en fait, Edmond Michelet, d'abord, n'est pas vraiment de la région. Il n'est ni de Brive, ni de Corrèze, ni du Lot. Il vient de Pau. Oui, Il se retrouve un peu par hasard appelé au 126e régiment d'infanterie de Brive. Et il donne une pièce de théâtre avec des amis face à des jeunes filles de la région. Et c'est là qu'il rencontre Marie Michelet. Marie Michelet, c'est la fille du médecin Vial, qui est un médecin très réputé dans la région. Les gens viennent jusqu'à 50 km, voire plus, pour se faire soigner par lui. Et c'est un notable connu qui va lui apporter ses réseaux. Edmond Michelet donc va démarrer une entreprise de courtage en produits d'épicerie, hein, donc ça va du savon jusqu'aux sardines par exemple, café, thé, etc., chicorée et autres. Et c'est grâce à son épouse qu'il va pouvoir démarrer son entreprise, grâce à ses contacts, grâce aux gens, aux secrétaires, etc., grâce à la maison familiale, enfin, aux deux maisons familiales d'ailleurs. Et donc le rôle de Figeac, Marie hein. est essentiel. Il est essentiel et pendant la résistance, Marie a animé un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque les Allemands arrivent en zone libre le 11 novembre 42, c'est Marie qui prend la tête de la manifestation de Brive Hmm. avec Claude. Alors l'histoire nous dit elle avait le bébé entre les bras, c'est ce qu'a raconté Ouais. la DBC l'année suivante, mais c'est pas tout à fait exact puisque Claude Michelet m'a dit qu'en fait d'abord il avait 4 ans et il était debout. Bon, mais ceci dit, alors elle était effectivement avec Claude Michelet et je crois deux autres de ses enfants face à une colonne d'une trentaine de blindés allemands et elle a scandé la Marseillaise avec 6 ou 7 000 brévistes derrière elle. Et Donc elle chantera jusqu'au bout, hein. C'est ce que vous décrivez dans votre livre. Elle tient tête et chante face à un tank en plus de ça, hein. oui, et pas qu'un seul tank, puisqu'il y en avait une trentaine en plus. Il y en avait une donc, trentaine. Donc c'est quoi? donc, C'est une femme Marie, forte qui tient une grande place dans la vie d'Edmond Michelet, hein. ah oui, oui, c'est un couple très amoureux, c'est un couple remarquable. L'amour est, enfin, tout le monde le sait, et elle anime énormément de choses. Lorsque les Michelet aiment beaucoup recevoir. Ouais. Marie aime beaucoup c'est une existentialiste comme Edmond, on en parlera si vous voulez plus tard. Ouais. Donc ils font venir des gens comme Emmanuel Mounier, etc., genre très connus à la maison. C'est elle qui très souvent d'ailleurs discute avec ces gens-là. Et donc Et elle eux, ils est, font des conférences, hein. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, voilà, hein. ils font des Brive devient conférences. un Alors patelin parfumé d'Athènes, une petite Athènes. voilà, c'est ça, c'est un petit peu l'Athènes, on dit l'Athènes du Limousin ou l'Athènes du Massif central, alors que Paris à cette époque-là était un petit peu renfermé et c'était pas du tout l'existentialisme chrétien, la capitale en quelque sorte de toutes ces conférences, etc. C'est Brive-la-Gaillarde. Hmm. Alors on peut parler un petit peu, si vous voulez, aussi de ça, parce que l'existentialisme, c'est une école qui date en fait de la fin du 19e siècle, hein, mais qui a été en France développé par des gens comme Ricoeur, Mounier, etc. Hein. Bon, vous connaissez un petit peu les trois affirmations majeures de la pensée, c'est-à-dire que la première, c'est que l'univers est fondamentalement paradoxal. Le plus grand paradoxe, c'est l'union transcendante de Dieu et de l'humain en la personne du Christ, d'accord.
Deuxièmement, d'après l'existentialisme, on peut avoir une relation personnelle avec Dieu et ça dépasse toutes les morales, les structures sociales et autres. Voilà. Et troisièmement, suivre les conventions sociales est essentiellement un choix esthétique personnel. Alors face à ça, ce que reconnaît Mounier, Emmanuel Mounier, donc c'est le fondateur de la revue Esprit, qui a été financé au départ par justement par le couple Michelet, notamment le couple Michelet, entre autres. D'après Mounier, il y a trois sphères de l'existence, l'esthétique, l'éthique et le religieux. Et Mounier explique que la plupart des gens vivent une vie esthétique, dans l'immédiat recherche du désir, des plaisirs, du bonheur apparent, si vous voulez. Et la deuxième sphère, c'est celle des gens qui vivent dans la sphère éthique, qui s'affirment en tant qu'individus responsables et font de leur mieux pour faire les bonnes choses et voient plus loin que les superficiels plaisirs de la société, si vous voulez. Et la troisième et la plus élevée des sphères, c'est la sphère de la foi. Pour être dans la foi, il faut donner l'entièreté de soi-même. Le couple Michelet s'inscrit dans quelle sphère ? Alors, il s'inscrit dans la troisième, parce qu'ils sont tous les deux très croyants, ils sont clairement dans la troisième foi, la sphère la plus élevée, celle de la foi, mais Michelet reconnaît que dans les années 30, il y a eu une déchristianisation de la société, et l'idée de ramener les gens vers Dieu à travers la deuxième sphère, la sphère éthique, c'est le projet d'Esprit, si vous voulez, d'Emmanuel Mounier, d'Esprit et de tous ces gens-là. Un intellectuel, en fait. Vous nous l'avez décrit à la tête d'une épicerie, faisait du courtage dans une épicerie. C'était également un intellectuel. Et puis, je vais reprendre tout de même le fil de son histoire, si vous voulez bien, Serge Bessanger. La guerre survient. À ce moment-là, Michelet s'engage dans la résistance. Vous dites une phrase étonnante dans son livre. La question pour lui n'est pas de savoir si on peut se permettre de résister, mais si on peut se permettre de ne pas résister. De ne pas résister, oui. C'est ça qui définit au mieux Michelet, son refus d'être passif. C'est ça qui définit au mieux Edmond Michelet, son refus d'être passif. Parce que, effectivement, la plupart des gens de l'époque ont décidé de ne rien faire. Alors, vous avez à peu près 90% des Français qui ne faisaient rien, et puis vous en avez pratiquement le quart ou le tiers, d'après de Haute-Cloque, qui m'ont même collaboré. C'est un choix assez rare. Il a fait ce choix dès le 17 juin 1940, donc c'est le premier appel à la résistance 32 heures avant celui de Charles de Gaulle. Oui, faut le noter, et c'est un appel qui a été suivi notamment dans la Corrèze et le Lot, qui sont les deux départements qui ont été les plus résistants, on va dire, en termes d'action, parce que, alors certes, tous les Français aiment dire que c'est dans leur coin, chez eux, en Bretagne, au Vercors, etc., mais il y a eu des études qui ont été faites par des historiens américains et anglais, donc tout à fait impartiaux, qui nous disent que à peu près 40% des actes de résistance avant le débarquement ont eu lieu entre Lot, Corrèze, sud de la Haute-Vienne et Périgord, si vous voulez. Et c'était quoi l'appel de Brive ? Qu'est-ce que c'était l'appel de Brive alors ? Alors l'appel de Brive, c'est en fait concrètement c'est un texte de Charles Péguy. Je vais vous le lire si vous voulez. Alors Charles Péguy qui dit autant il est permis, autant il est beau, autant il est profond de demander par la prière le couronnement de fortune, autant il est stupide de vouloir que le bon Dieu travaille à notre place et d'avoir le toupet de le lui demander. Et il continue, demander la victoire et ne pas avoir envie de se battre, je trouve que c'est mal élevé. Donc c'est ça l'appel de Brive. Enfin, ça c'est l'un des paragraphes principaux, mais je trouve que c'est un très bel appel. Et appel de Brive dont Edmond Michelet et Marie prennent la tête. Quel a été leur rôle après pendant la résistance, leur fait d'armes, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors, les faits d'armes sont assez nombreux, mais ça commence d'abord avec des faits d'armes très simples. Alors, Michelet s'est rendu compte que sur les hauteurs de Brive, il y avait beaucoup de carrières d'ardoises, et donc l'une des idées, c'était de dire, bon, on va essayer de faire des dépôts de dynamite à droite et à gauche, puis Pertuis, etc. Et premier emploi de ces dépôts, ça a été de dynamiter les partisans de Monsieur Doriot. C'est que Doriot, c'était le porte-parole du régime de Vichy. C'était quelqu'un qui était issu de l'extrême gauche et qui était quelqu'un c'était un nazi, voilà. Et donc la première action, ça a été de dynamiter la maison du chef des doriotistes de Brive. Bon, alors encore une fois, ça s'est fait. Il n'y a pas eu de mort d'homme, bien entendu. Mais Marie a joué un rôle également pendant la résistance. Elle a continué. Ah oui, tout à fait. Elle était, elle était. Elle savait tout, elle savait où se trouvaient les pains de plastique, elle savait comment s'en servir également, oui.
Et puis finalement, Edmond Michelet, je continue parce que malheureusement le temps nous presse, hein, Serge Bessanger, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Indomptables, un livre qui se situe vraiment sur la période de la Deuxième Guerre mondiale, période de la résistance. Il y a eu Dachau. Edmond Michelet se Oui, fait attraper et puis on lui joue un mauvais tour, hein, parce qu'on lui fait croire que finalement on va le libérer, puis finalement on l'envoie à Dachau. oui. Et là, c'est absolument terrible. C'est plus d'un an et demi de torture et de sévices. Alors, il décrit ça dans un autre livre qui s'appelle Rue de la Liberté, qui est un très beau livre sans aucune haine, si vous voulez. Et moi, j'en ai fait effectivement quelques chapitres. Ça a été extrêmement difficile, oui. Extrêmement difficile, il tient. Qu'est-ce qui le fait tenir? Dans votre livre, à un moment donné, on voit qu'il est affecté à un poste qui lui fait, porter les réserves d'hosties. Il va créer un réseau eucharistique souterrain, on l'appelle Saint-Vincent de Paul. C'est la foi qui le fait tenir? Ah oui, c'est la foi. Sans la foi, il n'aurait jamais pu tenir. Et les gens les rescapés de Dachau sont tous des gens qui avaient la foi. Oui. Les gens qui avaient la foi. C'est la foi et puis les lettres, plein de lettres, hein, que Marie lui écrit et que lui envoie. On va s'attarder un petit peu, si vous voulez bien, à ce Michelet, homme de foi. Une foi que vous décrivez comme étant marialiste. Oui, alors, bah, ça c'est un petit peu, si vous voulez, bon, dans le Sud-Ouest, on est tous un peu marialistes, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous davantage de représentation de la Vierge que du Christ. Ouais. En tout cas, sur la région d'où je viens moi, euh, bon, les chemins de croix, on les appelle le chemin de Marie, si vous voulez. Et donc le Sud-Ouest a cette spécificité que nous partageons avec certaines régions du Liban, notamment, d'être ce qu'on appelle des marialistes, effectivement, oui. Alors, on va pas s'attarder dessus, mais il y a un procès, hein, en béatification, en cours, aujourd'hui, hein, pour reconnaître, l'action d'Edmond Michelet, en faveur des Juifs. Edmond Michelet qui a un petit-fils, qui est connu puisque c'est l'évêque, d'Autun, hein, monseigneur, Oui, Benoît Rivière. Votre tout à livre fait, oui. s'arrête, à la fin de la guerre. On peut peut-être, dire 2 mots parce que la grande carrière de Michelet ne s'arrête pas. Il aura une carrière, politique, hein. C'est la poursuite de son engagement, de ce qui fait qu'il ne renonce jamais et qui lui doit ce nom d'indomptable. Voilà, tout à fait. Alors c'est la deuxième partie de sa carrière. Je n'ai pas écrit là-dessus parce que il me faudrait beaucoup plus de sources Ouais. et honnêtement je ne les ai pas. Donc ce sera sans doute jamais fait, mais il y a de très beaux livres de Monsieur Terre-Noire notamment et autres sur cette deuxième partie. C'est un parcours sans aucune erreur. Hein. Donc il devient effectivement ministre des Armées, ministre des Anciens Combattants, ministre de la Justice, etc. C'est l'un des principaux piliers de Charles de Gaulle. Et Marie s'entend très très bien avec Yvonne. Ce sont deux Ah. femmes chrétiennes provinciales qui ont les mêmes valeurs. Et donc Charles de Gaulle lui-même est un croyant, bien entendu. Donc ils partagent des valeurs. Ils sont très souvent ensemble le soir à dîner tous les quatre. Yvonne, Marie, Charles de Gaulle, Edmond Michelet. Et donc Michelet sera le L'homme pilier, j'ai envie de dire, oui, le pilier le de Charles de Gaulle jusqu'à la fin. D'ailleurs, il meurt à 3 semaines d'écart. Hein. Nous fêtons cette année à la fois le 50e anniversaire du décès de Charles de Gaulle et eh d'Edmond oui. Michelet. Ils sont morts, je crois que c'est à 3 semaines d'écart, il me semble. Oui, oui. Un dernier mot, Serge Bessanger. L'indomptable Michelet, il l'aurait vécu comment cette période de confinement? Alors, il l'aurait vécu comme il a vécu Dachau, c'est-à-dire en priant et avec beaucoup d'optimisme. Et nous autres, je pense que nous vivons plutôt bien cette période. Merci beaucoup. Ça s'appelle Les Merci à vous. Indomptables, 272 pages à dévorer. C'est aux éditions Nouvelle Cité. Ça nous plonge vraiment dans cet univers. C'est une écriture un peu. Ça m'a fait penser à Saint-Ex, votre livre, hein. C'est aux éditions Nouvelle Cité. C'est une ode au Sud-Ouest. Et puis à noter également, hein, une série d'événements qui sont prévus pour célébrer cet appel du 17 juin, selon les possibilités que nous offre le moment un peu particulier que nous vivons. Merci beaucoup, Serge Bessanger. Merci Isabelle, merci à tous.